Tout le monde est pris dans une guerre qui est maintenant très longue, ça fait 2 ans et demi que ça dure, il n'y a aucun résultat, si ce n'est des centaines de milliers de morts. Donc cette lassitude de la guerre, elle est considérable, et évidemment. Ceux qui ont des doutes, ceux qui ont des tendances à la révolte, ceux qui veulent que la guerre s'arrête, ils ont des raisons encore plus fortes de vouloir que ça s'arrête, parce que ça fait 2 ans et demi que ça dure et que le bilan est absolument épouvantable. Et tous les pays connaissent des difficultés, notamment parce que la guerre qui dure, c'est une guerre que les États ont du mal à mener. Ils ont du mal à financer la guerre, ils ont du mal à ravitailler les populations. Lorsque les soldats écrivent chez eux, parfois ils reçoivent des lettres leur disant « chez nous, on n'a pas à manger, le pain est rationné, le prix de la viande a augmenté, etc. » Autrement dit, la situation de guerre, c'est une situation qui pèse énormément sur le quotidien des gens. La ville est occupée par les Allemands dès le 28 août 1914 et ne sera libérée qu'au début du mois de novembre 1918. Et au cours des combats, plusieurs destructions vont se faire ressentir dans la ville de Guise, mais également au Finistère, puisque par exemple, le pavillon d'habitation de l'aile gauche est complètement ravagé par un incendie, dès le premier jour de l'occupation allemande. Il y a eu ici donc ces 1528 jours d'occupation. Et les Allemands, pendant tout ce temps-là, ils ne se sont pas tournés les pouces. Ils vont commencer par aller dans l'entreprise pour réquisitionner les matières premières, ensuite pour produire pour le compte ici donc de l'armée allemande des appareils de chauffage et des appareils de cuisson. Mais la ville va subir de nombreuses destructions, de nombreuses privations et surtout ici donc un pillage en règle, que ce soit des bâtiments d'habitation, des bâtiments d'équipement et de l'entreprise par les forces allemandes, par les troupes d'occupation. Elle a été occupée quasiment du début de la guerre, à partir du 28 août 1914, et libérée entre le 1er et le 2 octobre 1918. Donc en fait, cette ville est en zone de combat pendant toute la guerre quasiment. Ici on est dans une zone stratégique parce que justement il y a pas mal de ravitaillements qui viennent par Saint-Quentin, parce qu'on a des lignes de chemin de fer qui ensuite partent vers la Somme. Les Allemands sont très intéressés par ces lignes qui leur permettent de desservir leur ligne de front. On est à 90 mètres d'altitude par rapport à la vallée qui est à 70, la vallée de la Somme. Donc naturellement les Allemands ont utilisé la basilique comme pôle d'observation, point d'observation, qui permettait à l'armée allemande de surveiller tout le périmètre autour de Saint-Quentin à des kilomètres à la ronde. Les Allemands se doutent en cette année 1917 que les Alliés souhaitent faire une offensive, la fameuse offensive du chemin des dames. Les Allemands ont un front très étendu. Ils décident lors d'une opération, l'opération Alberich, de réduire ce front. C'est-à-dire que d'une portion très large, ils vont ramener le front à une portion très petite. Donc toutes les unités qui étaient stationnées sur ce front large se retrouvent dans cette petite parcelle, et donc de ce fait, le grand avantage, c'est qu'ils ont un plus petit périmètre à défendre avec beaucoup plus de force. La ligne Hindenburg part de Arras et elle va jusque Reims. 165 km. Elle consiste en fortification, c'est-à-dire des tranchées, des réseaux de barbelés et beaucoup de blocos. La ligne a été construite à partir de septembre 1916 et elle a été terminée au mois d'avril 17. Pratiquement en 6 mois de temps, toutes les fortifications des tranchées ont été faites. Alors, le tunnel de Rigval, il faut savoir que c'est un tunnel qui date de l'époque de Napoléon Ier. Alors, le tunnel de Rigval, en fait, sert surtout à amener en fait, le charbon des mines du Nord, pendant très longtemps, vers la région parisienne, parce que le canal de Saint-Quentin, où justement donc transitaient de nombreuses péniches, c'était le seul moyen, par voie d'eau, d'aller de Paris vers le nord de la France. Alors, ce fameux tunnel, 5,5 km en gros de longueur, les Allemands en ont profité. C'était un abri naturel. Ils ont fait rentrer les péniches dans le tunnel et ils ont ouvert les péniches et ça a servi d'abri, d'hôpital et d'infirmerie. Ils étaient à l'abri des bombardements et ils avaient bouché les 2 entrées. En 5,5 km, on a de quoi faire. Les ravitaillements aussi, les munitions, la nourriture, etc. Et puis les réserves d'hommes étaient là, ils étaient à l'abri, ils pouvaient sortir. Sauf que ce recul des Allemands
entraîne la libération, ou tout du moins l'évacuation d'une partie ici donc du territoire français. Mais avant de partir, que font les Allemands? Ils appliquent la politique de la terre brûlée. Ils détruisent tous les réseaux, communications, infrastructures, industrie, tout ce qui est également fermes, champs, etc., pour empêcher que les Alliés puissent s'en servir. En mars 1917, l'armée allemande, le génie militaire allemand, avait miné tout l'édifice, c'est-à-dire qu'ils avaient creusé dans les piliers, ils avaient creusé 91 trous de mine destinés à recevoir de la dynamite pour, en cas de repli, dynamiter le bâtiment pour pas qu'il soit utilisé par les armées alliées comme pôle d'observation. C'est un exode forcé à Saint-Quentin parce que chaque ville, chaque campagne a eu un traitement différent suivant les circonstances. L'exode commence le 1er mars. Courant février, l'autorité allemande prend contact avec la ville de Saint-Quentin, avec le maire, M. Gibert, en disant ben voilà, bientôt la population va partir. Le maire obtient que les familles ne soient pas séparées. Les gens ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Et on le voit dans les témoignages écrits des gens, ils en parlent comme un départ définitif, il n'y a pas l'idée d'un retour. Les Allemands évacuent toute la population de Saint-Quentin en 3 semaines. Les 40 000 habitants partent dans des trains en direction du nord de la France et de la Belgique. Et à partir de ce moment-là, Saint-Quentin change de statut parce que c'est plus une ville avec des civils, c'est uniquement une zone de combat par laquelle passe la fameuse ligne Hindenburg. À partir du moment où il n'y a plus la population, les Alliés vont pouvoir tenter de déloger, on va dire, l'armée allemande de Saint-Quentin en les bombardant. Et ça va complètement bouleverser la ville, puisque au lendemain de la guerre, on considère qu'elle est à plus de 70% détruite. Et donc l'armée allemande et les soldats allemands se sont, on va dire, enterrés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés en surface pour se prendre les bombes. Ils ont tout de suite vu l'intérêt d'occuper ces souterrains pour se protéger. Mais en même temps, ils les ont aménagés. Et ce qu'ils ont fait aussi, c'est que parfois, ils ont relié des réseaux entre eux pour créer une véritable circulation entre les caves, pour ne pas avoir besoin de sortir pour aller d'un endroit à l'autre. Ils ont rasé tous les villages autour de Saint-Quentin. Forcément, dans les années 20, on a parlé de la barbarie allemande, de la volonté de tout détruire, de rien laisser derrière eux. Mais en fait, c'est une pure tactique militaire. C'est-à-dire qu'ils ne laissent rien derrière eux pour que devant la ligne Hindenburg, les Alliés ne puissent pas se protéger derrière un bâtiment, derrière une église, ainsi de suite. On rase tout. On bouche les pluies, comme ça les armées adverses ne pourront pas utiliser l'eau. Ils ont coupé tous les arbres, comme ça ils ne pourront pas utiliser le bois. C'est vraiment une tactique militaire. Donc ça veut dire que ça oblige les Alliés à avancer. Et plus ils avancent, plus ils s'essoufflent, plus ça tire leur ligne de ravitaillement et plus ça essouffle les hommes. Et donc là, les Allemands pourraient, dans ce cas-là, enchaîner avec ici donc une contre-offensive. Il y a eu en 1917 la bataille d'Arras, qui s'est déroulée du 9 avril au 17 mai 1917, qui a été aussi une bataille de diversion par rapport au chemin des Dames. Et il y a eu aussi la prise de la crête de Vigny. Ça faisait partie d'une offensive beaucoup plus grande, la bataille d'Arras. Il y avait plusieurs nations impliquées, les Français, les Britanniques, les Néo-Zélandais et les Australiens. Il y avait plusieurs objectifs tout au long du front, d'Arras jusqu'à Bullecourt. La première jour de la bataille, il y avait plusieurs faillites, mais les Canadiens ont connu beaucoup de succès. Puis après 4 jours de la bataille, les Canadiens ont pu prendre tous leurs objectifs sur le front, incluant la colline 145. Il y avait plusieurs innovations qui étaient dites canadiennes à l'époque. Le barrage des bombardements qui avançait juste 100 mètres à l'avance des soldats. C'était utilisé ici avec énorme succès. Les Canadiens ont pris des mois, 4 ou 5 mois, pour planifier l'attaque en grand détail. Il y avait des petits modèles de la crête. Ils ont exercé beaucoup de renseignements qui ont appliqué à planifier la bataille, puis ils ont très, très bien communiqué à tous les niveaux. Mais on avait à peu près 20-25 000 soldats canadiens cachés dans les tranchées, dans les souterrains, puis aussitôt que le bombardement a arrêté pour l'avancement, les Canadiens ont pu surprendre les Allemands.
Donc Lens, c'est une ville de 36 000 habitants en 1914. Jusque 1917, il y a toujours 17 000 habitants à Lens. Les gens restent, même s'ils sont occupés. Il y a les Allemands chez eux, il n'y a plus rien, il y a des bombardements partout, mais ils restent à l'abri dans les caves. Et par contre, c'est l'ordre général d'évacuation qui sera donné en 17 par les Allemands qui fera qu'on va devoir... Donc vous avez en haut la position allemande sur le plateau et en bas la position française dans la vallée de l'Aisne. Le problème de ces positions-là, c'est qu'on dit toujours celui qui tient les hauts tient les bas. Donc ça veut dire que pendant 3 ans, on s'est acharné à vouloir monter sur le plateau pour rompre le front allemand, ici en particulier sur le chemin des Dames, et que pendant 3 ans, ça a été un échec. Derrière échec, on pourrait mettre des milliers, des centaines de milliers d'hommes par terre. Vous voyez, et de souffrance. Offensive Nivelle, c'est un peu comme si on avait recommencé les mêmes attaques que depuis le début de la guerre et qu'on n'avait rien appris. C'est-à-dire que comme en 1914, comme en 1915, comme en 1916, on a envoyé des soldats à l'assaut et comme les années précédentes, ils se sont heurtés à des barbelés, des mitrailleuses et rien n'a été fait et finalement, beaucoup sont morts ou blessés dans des conditions très dures. Alors bienvenue sous le chemin des Dames. Vous voyez la voûte en béton armé, la surface, elle est encore 6 mètres au-dessus du plafond. Et donc cette attaque, elle part le 16 avril à 6 h du matin. Elle avait mobilisé 1 200 000 hommes, 500 000 chevaux comme je vous le disais. On a 5 000 canons, 6 millions d'obus envoyés en 10 jours, 500 avions, 128 chars sur Berry-au-Bac, ici. Et malgré cet énorme déploiement de force, ça ne passera pas. L'armée allemande sur les hauteurs, camouflée, bétonnée, va tout simplement bloquer cette offensive. Il n'y a pratiquement plus d'arbres, il n'y a plus rien du tout, la terre est nue. Il y a des trous d'obus partout, il y a des tranchées partout, il y a des fils de fer barbelés partout. Et en 3 jours, l'objectif c'était de faire 22 km, c'est-à-dire d'arriver à Laon, de rompre les lignes allemandes, le front allemand qu'on n'avait pas rompu depuis 3 ans. Donc c'est un peu une folie dès le début. Eh bien, au bout de 3 jours, on n'a pas arrêté l'attaque. On a continué l'attaque. Et toutes les patrouilles en rentrant disaient c'est impossible, on ne peut pas passer. Il n'y a presque rien de détruit. Presque tous les régiments. Le 16 avril au soir, il y avait 6500 bonhommes par terre. De l'autre côté, là-bas, de l'autre côté, dans le trou de l'enfer, juste en face de la caverne de Dragon, il y avait 25 000 noirs, les troupes noires. 10 000 ont attaqué le 16 avril au matin. Le soir, 6 400 étaient par terre. On pensait que d'ailleurs, les autorités avaient dit « Oh, mais ça va aller, vous allez voir, vous allez monter sur le plateau avec le fusil à l'épaule, comme on dit, le fusil en bandoulière, que ça s'appelle ». Ah oui. Certains régiments, comme celui-là ici, le 208e, ils ont fait 80 mètres. Le 208e Herry a fait 80 mètres, il a été pratiquement exterminé. Voyez, alors qu'on devait faire 100 mètres en 3 minutes. Et au bout de 100 mètres, ils étaient cloués au sol par les mitrailleuses et l'artillerie. Et en général, ils se repliaient. Parfois, ils restaient toute une journée dans un trou d'obus pour ne pas se faire tuer. Ils étaient dans le trou d'obus en espérant qu'un deuxième obus ne tombait pas dans le trou d'obus. Et malheureusement, ça arrivait souvent comme ça. Il y en a des témoignages. Et puis, ils attendaient la nuit, le soir. Donc, vous imaginez, ils attaquaient à 6 h du matin. À 7 h, 8 h, ils étaient dans un trou d'obus, 3, 4, 5 soldats, alors qu'ils avaient perdu tous les copains. Ils attendaient toute la journée dans le froid, dans l'humidité, dans l'eau. Beaucoup avaient de l'eau jusqu'au ventre. Il fallait qu'ils attendent le soir pour ne pas être vus, pour revenir en rampant à l'arrière. Pendant longtemps, des gens ont cru en France que les mutins étaient des bolcheviks, que les mutins étaient des révolutionnaires qui avaient préparé leur coup et qui n'attendaient qu'une occasion pour faire un complot révolutionnaire comme en Russie. Bon, c'est pas du tout le cas. Ce qui se passe en revanche, c'est que les soldats français de l'époque, ils sont comme vous et moi, ils vivent dans une société où on s'informe. Ils lisent la presse. Ils reçoivent des lettres. À l'époque, évidemment, il n'y a pas les moyens modernes de communication comme Internet, mais malgré tout, ils s'informent par la presse, par les journaux, par des lettres, par des discussions, etc. Et donc, ils ont tous appris qu'en mars, le tsar Nicolas II avait été chassé du pouvoir, que les Russes avaient fait une révolution, que l'armée russe désobéissait. Autrement dit, certains ont dû se dire, ce qui a été possible en Russie, c'est-à-dire que collectivement, des gens s'opposent au pouvoir, défient le pouvoir, obtiennent des choses, obtiennent une amélioration, en tout cas c'est ce qu'on pense à cette époque, eh bien pourquoi on ne pourrait pas le faire? Donc finalement, on a appris qu'il y a la révolution, et certains se disent qu'ils peuvent peut-être s'en inspirer. Ce qu'on sait en gros, c'est que pour qu'il y ait une mutinerie, il faut qu'il y ait des soldats qui décident de faire quelque chose ensemble. Et comment ils décident en général? Ça se passe le soir, ça se passe loin du front, on n'est pas dans la tranchée. Il ne faut pas imaginer que la mutinerie, ça se passe dans les tranchées, on est plutôt à 5-10 km en arrière, dans les villages où les soldats sont en mouvement ou en repos, par exemple. Ils sont en train de passer d'un secteur du front à un
un autre, et on doit les ramener vers les premières lignes. Et donc, c'est le soir, ils prennent la soupe, ce qu'on appelle la soupe, c'est-à-dire le repas du soir, et puis ils apprennent des nouvelles, notamment il y en a qui disent, bon, les gars, il paraît que demain, on doit aller à Craonne. Voilà, il paraît qu'on doit aller à Craonne, il paraît que ça tape dur là-bas. Et alors là, commence un moment de discussion entre les soldats qui disent, bah, est-ce qu'on veut vraiment y aller ? Et habituellement, on ne se pose pas la question, parce qu'habituellement, c'est la guerre, on y va. Sauf que là, on a appris que le régiment d'à côté n'avait pas voulu y aller, on a appris que les Russes ont refusé d'obéir, etc. Autrement dit, certains commencent à se dire, bon, peut-être qu'il est possible d'échapper à cette remontée en ligne vers un secteur très dangereux dont on entend parler, Craonne, là où ça tape dur, etc. Donc, il y en a qui commencent à dire, bon, les gars, quand on aura l'ordre tout à l'heure, à 2h du matin ou à 5h du matin, on n'y va pas, c'est promis, on ira se cacher, ou on protestera, etc. Et donc, ils commencent à organiser les choses. Et généralement, ça se passe le soir ou la nuit, parce que c'est là où c'est finalement plus facile de désobéir, parce que si vous faites prendre dans une mutinerie, ça peut être la condamnation à mort. C'est pas garanti, mais c'est quand même le risque. Alors elles ont eu lieu dans plusieurs départements, principalement dans le département de l'Aisne, c'est-à-dire à peu près celui où il y a eu l'offensive du chemin des Dames. Et après, ça s'est quand même étendu beaucoup plus largement dans d'autres régions, dans d'autres départements, y compris un peu à l'arrière, dans la mesure où il y a par exemple des soldats qui prenaient des trains pour Paris, ou pour Bordeaux, ou pour Lyon, et tout le long de leur voyage en train, ils criaient aussi à bas la guerre. Et donc c'était aussi une forme de mutinerie un peu différente, mais qui circulait comme ça sur le territoire. C'est plutôt des jeunes gens de 20 ans, 21 ans, qui ont moins à perdre d'une certaine manière, qui participent aux mutineries. Et il y a aussi beaucoup de soldats pour qui, finalement, cette révolte, c'est l'occasion de demander peut-être un meilleur quotidien. Hein, j'ai parlé de la vie quotidienne tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des soldats aussi pour qui on se dit, bah, si on se révolte, on va peut-être obtenir du repos. On va être envoyé un mois à l'arrière, pouvoir se refaire un peu. On va obtenir des permissions. Il y a sûrement des gens qui sont dans les mutineries qui n'ont jamais approché une manifestation de près ou de loin. Hein, ils sont bûcherons ou agriculteurs, ils n'ont jamais été dans une protestation sociale. Et puis il y en a d'autres qui vivent en ville, qui ont sans doute déjà défilé dans un cortège, manifesté, chanté des slogans, chanté l'Internationale. À l'époque, c'est la grande chanson révolutionnaire. Donc du coup, ils n'ont pas tous le même savoir-faire de protestation. Et donc, suivant les circonstances, ça tourne plus du côté de la grève, hein, c'est-à-dire on veut pas continuer, on veut pas se battre. Voilà nos revendications. Il y en a qui écrivent des pétitions à leurs officiers, hyper respectueux. Voilà ce que nous demandons. Numéro 1, nous voulons du repos. Numéro 2, nous voulons des permissions, etc. Et il y en a au contraire, où c'est pas du tout aussi formalisé, où c'est simplement, il y en a marre, on se révolte, et éventuellement, on va montrer aux officiers que ça va pas se passer comme ça, parce que là aussi, c'est une circonstance particulière. Il y a des régiments où ça se passe très bien. C'est-à-dire les soldats, leurs capitaines, leurs colonels s'entendent bien, ils comprennent qu'ils sont dans le même pétrin, ils sont dans une guerre où ils doivent finalement s'en sortir ensemble, et donc ils ont plutôt des rapports de confiance les uns avec les autres. Et puis il y a des régiments où ça se passe très mal, parce que par exemple il y a un capitaine qui dit que même quand les soldats sont épuisés, il y a quand même des corvées à faire, vous allez prendre un sac à dos et vous allez faire 20 km de marche. Et ça les soldats le vivent très mal souvent, et donc du coup quand les mutineries éclatent, parfois, c'est l'occasion de régler des comptes et de dire les officiers qui nous en ont fait baver dans les semaines précédentes, là maintenant on va leur montrer comment ça va se passer. Et du coup, il y a des violences par moment. Il faut savoir qu'ici à Roussy, on se trouve pas loin de la ligne de front. Hein. Roussy est resté français pendant pratiquement toute la guerre. Ce qui fait qu'ici, à Roussy, il y avait les états-majors de division. C'est pourquoi il y avait les conseils de guerre qui se réunissaient. Henri Désiré Valembras, ça ne s'est pas passé ici, ça s'est passé à 20 km au sud de Roussy. Là en plus, le régiment venait d'être décoré de la Croix de guerre 3 jours avant pour sa bravoure. Et là aussi, on l'a arrosé un peu trop la Croix de guerre peut-être. Toujours est-il que quand on a demandé au régiment de repartir, il y a eu des mouvements de refus, de rébellion. Et lui, le tort qu'il a eu, c'est qu'il a frappé un capitaine. Il a donné un coup de pied et un coup de poing. Et de ce fait, on l'a traduit aussi devant le conseil de guerre et condamné à mort. Donc vous avez tous les types de situations possibles. Protestation pacifique, protestation bruyante, colorée, on chante, on crie, on tire des coups de feu en l'air, parce qu'on a des armes, hein. On tire des coups de feu en l'air, etc. On montre qu'on est en désobéissance. La particularité de l'année 17, du début du mois de mai 1917, c'est qu'on va avoir pour la première fois, depuis le début de la guerre, on va avoir des grèves. Et la grève des midinettes, c'est les ouvrières des ateliers de couture. Et cette grève va gagner, ça va même atteindre les usines d'armement. Donc un mouvement de grève qui va durer 2 mois, très important. C'est une grève contre la vie chère, en fait. Et manifestement, ça va donner des idées aux soldats aussi. Ce sont des soldats qui sont en même temps des mutins, mais qui n'ont pas complètement oublié qu'ils sont des citoyens, qu'ils ont des droits comme citoyens, qu'ils sont représentés et qu'ils trouvent qu'on ne les écoute pas ou qu'on ne les entend pas. Et donc ils sont décidés à aller à Paris pour expliquer aux députés que la guerre, ils n'en veulent plus. Et puis ils ne peuvent pas le faire évidemment parce que quand on apprend que ça risque d'avoir lieu, on trouve ça très dangereux. Donc à Mézy, c'est une affaire qui concerne en fait une mutinerie qui s'est produite à Villers-sur-Fer, donc plus au sud
Enfin, les meneurs vont être enfermés à la prévôté qui est installée dans une petite ferme. Et là, on va avoir 5 condamnés à mort. La veille de l'exécution, il y en a un qui est gracié. Et la veille de l'exécution aussi, il y en a un qui va s'évader. C'était le caporal Moulia, dont l'histoire maintenant est assez connue. Il va s'évader, il va venir se réfugier ici à Pargnan. Il connaît une dame qui s'appelle Madame Charpentier et il va venir se réfugier chez cette dame-là. Et protestation violente. Ça arrive aussi que les officiers, on s'en prenne à eux physiquement parce qu'il y a une forme de revanche qui se joue à ce moment-là. La mutinerie du 75e Héry, on est dans un grand classique des mutineries de 1917, c'est-à-dire qu'il y a un régiment qui a combattu sur le chemin des Dames. Le régiment est mis au repos dans les carrières, donc les carrières du Soissonnais, il y en a énormément, c'est très pratique. L'annonce est faite que le régiment doit remonter en ligne, et puis là, les soldats, en tout cas ceux qui sont dans cette carrière-là, refusent. Ils considèrent qu'ils n'ont pas eu assez de repos, donc on ne peut pas monter en ligne. Il faut reconnaître que souvent on a bu un coup, ce qui n'arrange pas quand même les choses. Et le colonel Pierlot va venir dans la carrière pour essayer de les décider. Ça a pris toute la nuit avant qu'au petit matin, les soldats acceptent de sortir de la carrière et de monter en ligne. Alors parmi ceux qui empêchaient leurs copains de sortir, il y avait le caporal Truton. Truton va être arrêté avec d'autres et ça va être le seul condamné à mort. L'officier va prendre un des soldats et lui dire « Je te donne l'ordre de monter en ligne ». Truton va refuser. Donc ça devient un cas individuel, c'est ce qui va le perdre. Alors Truton n'a pas du tout la notion d'avoir commis quelque chose d'important, puisque quand, dans l'attente de son jugement, il va écrire une lettre à sa femme, et puis en disant, bon ben voilà, il y a eu un problème, on a refusé de monter en ligne, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, de toute manière, je dois aller bientôt en permission, j'aurai ma permission. Et environ 25 d'entre eux vont être exécutés. Ça peut être des condamnations à de la prison, à des travaux forcés, des peines de bagne, un mélange comme ça de punition et d'amélioration de leur quotidien afin d'essayer de reprendre en main la situation. Longtemps, les mutineries, on a eu tendance à voir ça sous un angle exclusivement militaire. Ce sont des soldats, il y a eu un échec militaire, les soldats protestent. Mais en fait, si on dit ça, on oublie que ces soldats, c'est en même temps des maris de femmes qui, par exemple, font grève. Ce sont en même temps des citoyens qui ont voté avant la guerre, qui veulent qu'on entende leurs droits. Ce sont des civils, eux aussi, ils voient que les prix augmentent, etc. Autrement dit, on ne peut pas résumer leur mouvement à un mouvement militaire. Il me semble que c'est un mouvement social, dans le sens où c'est un mouvement d'un groupe social qui se mobilise et qui se mobilise en réaction à une situation tout à fait complexe qui n'est pas uniquement la durée de la guerre, la dureté de telle ou telle offensive, mais un contexte beaucoup plus large dans lequel ils agissent. Le chemin des dames, c'est enfin une mémoire qui entretient le souvenir de ce moment où, épuisé par plus de 30 mois de guerre, harassé par les assauts qu'il ne cessait de mener en vain, ébranlé par les mouvements immenses qui agitaient toute l'Europe, oui, des milliers ont un jour refusé d'obéir. Des mutineries, il y en a eu de nombreuses à l'arrière. Quant aux unités décimées, il a fallu annoncer qu'il fallait remonter au feu. Quant à des hommes qui avaient déjà vu 1000 fois l'enfer, il a été refusé des permissions qu'ils attendaient depuis trop longtemps. Des mutineries, il y en a eu quand l'échec patent de l'offensive de Nivelles avait tué l'espoir. Il leur a été dit de repartir au feu, alors même que la victoire s'échappait. Les sanctions furent lourdes. Pour l'exemple, en 1917, 26 militaires français ont été exécutés sur des centaines qui avaient été condamnés à mort. Mais il est vrai qu'à ce moment-là, le commandement et les autorités de la République ont pris conscience qu'il fallait faire preuve aussi de clémence et de compréhension.